Bonjour, comment allez-vous? Bien, aujourd'hui, je souhaite parler de deux livres avec vous que je n'ai pas complètement terminés, mais qui sont tout à fait significatifs et vous allez voir tout à fait intéressants. Le premier s'appelle, un livre qui est assez ancien, s'appelle Le vrai canard, les dessous du canard enchaîné. Le voilà. Donc c'est un livre qui a été écrit par messieurs Karl Lasque et Laurent Valdiguier. C'est un livre évidemment, comme son titre l'indique, qui parle du canard enchaîné. Le deuxième, c'est un livre dont vous avez tous entendu parler, qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Bienvenue place Beauvau, qui a été écrit par trois journalistes, Olivier Recassens, Didier Assoux et Christophe Labbé. Voilà. Donc ces deux livres ont une particularité assez intéressante, même que personnellement je trouve très intéressante, c'est qu'ils font la démonstration que l'État n'existe pas. C'est-à-dire dans ces deux livres, vous voyez qu'au sommet de l'État, c'est-à-dire vraiment tout à fait au sommet de l'État, il n'y a aucune différence avec votre propre biotope. C'est-à-dire que les gens qui agissent au sommet de l'État, au sommet de la presse, au sommet de la police, au sommet de la justice, ne sont absolument pas différents de leur discussion, leur vision de la vie, leurs actions, leurs moteurs ne sont pas différents de ceux de votre épicière, de votre ami qui tient le bar d'à côté, de votre boulangère, de vos camarades de pétanque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de transformation de l'être humain lorsqu'il est à la tête d'un pays, il reste tout à fait extrêmement ordinaire. Ça veut dire que donc il n'y a pas d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'homme d'État. Il n'y a que des gens pris dans des... Vous apercevez par exemple que la police a d'un côté son travail, qu'elle fait, dont on ne parle pas, et puis de l'autre côté, elle a tout un système qui permet de remonter les ragots, pareil avec la presse. Donc si vous voulez, en réalité, cette espèce de fantasme qui consisterait à penser qu'il y a des gens qui atteignent un certain niveau à partir duquel ils ont légitimement le droit de commander pour nous, ça n'existe pas. Voilà. Ces gens sont extrêmement ordinaires. Alors ça c'est quelque chose, si vous voulez, que personnellement je sais depuis longtemps, parce que le hasard de la vie m'a amené à les fréquenter et à voir qu'ils étaient très ordinaires, mais en réalité c'est quelque chose qui jusqu'à présent ne se disait pas. Et donc c'est en cela que ces deux livres sont tout à fait intéressants, puisqu'ils dévoilent cette chose-là et ils démystifient cette chose. Mais ça ne... Alors cette idée, ce fantasme qu'il y aurait des gens au-dessus qui seraient bienveillants, qui seraient donc des espèces de papa et de maman pour nous tous, nous adultes, hein, des espèces de rêves puérils, il n'existe pas, on a fait le constat, je pense que c'est en train de rentrer dans la tête des gens, mais ça ne peut pas exister. Par exemple, lorsque vous entendez M. Poutou dire nous n'avons pas, l'immunité ouvrière n'existe pas, c'est un escroc. Parce que M. Poutou sait parfaitement que l'immunité existe partout, à tous les niveaux, notamment en tant que délégué syndical, il sait qu'il n'est pas du tout traité de la même manière que ses collègues qui ne sont pas délégués syndicaux. Donc, si vous voulez, il est parfaitement au courant que son syndicat ou son parti politique ne gère pas la vie des gens, contrairement à ce qu'il a fait croire. Il gère la vie de son parti politique, de son syndicat, à travers une vision de la société qui lui permettrait d'avoir le pouvoir. Donc, si vous voulez, l'État n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il y a une administration. Alors, il y a une administration qui gère les biens publics, mais il n'y a pas de pensée d'État. Donc cette administration est abandonnée à son sort. Et donc elle a tendance à délirer si on lui donne trop d'espace. Alors dans la réalité, qu'est-ce que c'est? Alors je pense qu'une fois qu'on a fait ce constat, je ne sais pas si j'ai réussi à... Je ne suis pas du tout sûr d'avoir réussi à vous transmettre ce que j'ai constaté et ce que je crois être la réalité. Mais bon, après, la vraie réalité, c'est quoi? Alors, la réalité, c'est que nous habitons un pays qui, effectivement, a de l'eau,
a des terres agricoles, a un certain nombre de richesses qui permet à ses habitants de vivre aisément. Alors, il faut bien comprendre que dans de nombreux endroits sur la planète où il y a des populations denses et intenses, le territoire ne permet pas de vivre. Alors, est-ce que nous méritons ce territoire? Alors, moi, je pense que j'aurais très bien pu naître au Sahel. Hein. Je suis né là, en plein milieu de la plaine toulousaine, par hasard. J'aurais pu naître ailleurs. Bon, il n'empêche que c'est là que je suis. Et il n'empêche que le fait que je sois là et les richesses qui sont autour de moi en abondance au moment où je nais, ces richesses, tout le monde veut en profiter. Et tout le monde, quand je dis tout le monde, je veux dire que les gens qui sont nés à côté de moi, qui sont nés autour de moi, veulent profiter de ces richesses, mais ceux qui sont nés ailleurs veulent aussi profiter de ces richesses. Alors la question c'est, que fait-on de ces richesses? Comment on organise, comment on les protège ou on les pille? Si vous voulez, quand un pays a des richesses, si on les pille, c'est-à-dire si tout le monde se sert, si tout le monde puise, très vite il n'y a plus rien. Regardez le Venezuela, qui est un pays d'une grande richesse, ils se sont tous servis, ils ont tous participé, eu une cuillère à soupe, et ils ont fini les richesses, ils sont dans la misère. Donc si vous voulez, ces richesses, ça doit se protéger, c'est un capital. Alors est-ce qu'on a la légitimité pour les protéger? C'est difficile à savoir, parce que cette légitimité nous viendrait du droit de la naissance, qu'on appelle le droit du sol. C'est relatif. Alors qui a la légitimité pour protéger ces richesses? Difficile. Donc à partir du moment où on considère qu'elle doit être également répartie, comme les politiques n'existent pas, comme cette espèce de morale soi-disant supérieure n'existe pas, on peut confier ce partage. Il y a deux manières de confier ce partage. Le premier, c'est de dire ce partage, les plus beaux morceaux iront au plus fort, au meilleur. C'est une solution. On appelle ça le capitalisme. La deuxième solution consiste à dire les morceaux seront répartis par une autorité annexe qui sera commandée par on ne sait pas trop qui, qu'on va appeler l'État, la bureaucratie, l'Église, tout ce qu'on veut, hein, et qui va répartir ces richesses à sa façon. C'est-à-dire à partir de, non pas de la réalité et de l'efficacité et de la compétence, mais à partir de l'appartenance, à partir du choix décrété. C'est ça le vrai problème. C'est pas autre chose. Alors dans ce problème, dans cette difficulté à organiser la société, à être né dans une société riche, à en avoir conscience, dans un pays, dans un endroit géographiquement riche, en prendre conscience et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, déjà, on essaie de le protéger parce que ce pays riche donc, a deux manières d'être ruiné. Le premier, c'est à l'intérieur de son propre système par ses propres habitants, comme le Venezuela. Le deuxième, c'est par une invasion. Alors une invasion, soyons lucides, quels sont les pays qui ont un intérêt à nous envahir? C'est tous les pays qui n'ont pas les mêmes conforts de richesse. Donc c'est une multitude, on connaît ça. Parce que si ça fait des siècles qu'on a des guerres, c'est parce que ça finit toujours par une guerre. C'est toujours des guerres de territoire qui visent un territoire facile à vivre, riche, évidemment. C'est toujours comme ça. Personne ne fait la guerre pour aller dans un pays où il n'y a rien. Donc nous sommes exposés à des prédations internes et externes. La réponse à ça, à l'intérieur, c'est davantage de liberté, moins de poids du système répartitif obligatoire. À l'extérieur, c'est une armée solide. Donc on en revient à l'essentiel, c'est-à-dire qu'un État qui ne sera toujours qu'une bureaucratie, qui ne sera jamais une morale, qui est une bureaucratie, un État réduit au minimum protégeant le territoire, puisqu'on a la chance d'y être né, qui sera évidemment injuste pour ceux qui n'y sont pas nés, qui ne pourront plus y rentrer. Évidemment, c'est une injustice. Donc un État qui protège le territoire, et ensuite une organisation libre à l'intérieur, où chacun vit sa vie comme il veut et n'a pas d'impératif de
soi-disant redistribution de ces richesses, et où chacun prend la part qu'il pense pouvoir prendre, avec une certaine élégance qui, à ce moment-là, sera gérée par la justice. Donc ces deux livres amènent à cette pensée. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pas comme ça, là, parler de ça devant sa caméra, c'est peut-être un peu bizarre, mais en même temps c'est très important parce que c'est beaucoup moins compliqué que ce que l'on nous vend. Tous ces débats, toutes ces choses, c'est du vent. En fait, ça n'existe pas. L'État, c'est une abstraction. Tous ces gens qui font le pitre de Poutou jusqu'à Macron, où il y a tous les spectres de la manière dont on est capable de faire le pitre, tous ces gens, c'est du vent. Tout ça, ça n'existe pas. Alors, une fois qu'on en a pris conscience, est-ce que c'est désespérant? Non, moi je ne trouve pas que ce soit désespérant. C'est que simplement, il faut accepter l'idée qu'on ne peut être que ce qu'on est personnellement. Alors, vous me direz, mais oui, mais la société a quand même évolué, n'est-ce pas, grâce à l'État? Non, la société a évolué parce que les hommes, petit à petit, se sont pris en main, et c'est pas la société qui fait évoluer les gens, c'est chaque personne qui évolue, qui progresse, et tant qu'elle n'est pas arrêtée dans son progrès par une folie, et c'est ce progrès qui fait que globalement l'ensemble avance. Donc, au sortir de ces livres, on comprend toute cette écume complètement inutile, tout ce mensonge de gens qui en fait ne cherchent simplement qu'à tirer un peu plus la couverture à eux, et on se dit, bon, ben, essayons d'être libres, essayons de reconquérir notre liberté. Alors est-ce que c'est possible? Ça, en tout cas, aujourd'hui, les élections ne nous donnent pas un choix net, mais est-ce que c'est possible? Oui, probablement. Est-ce que c'est possible démocratiquement? Ben oui, évidemment, ça ne peut pas être possible autrement. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on aura été au bout de cette démocratie défaillante, et puis on aura été au bout de ce cinéma qui est au niveau de la presse, au niveau de l'image, de toutes ces choses qui ne sont que des écrans donc de fumée, des mensonges, et peut-être qu'on va finir, après ça va peut-être se dissiper, et qu'on va finir par voir un peu derrière. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Bon. Eh bien écoutez, voilà, je voulais vous faire part de ça parce que vraiment, je ne sais pas si vous allez avoir le temps de lire ces deux livres, vous n'avez peut-être pas le temps, vous êtes peut-être très occupé, bon, je ne sais pas. Mais si vous les lisez, vous verrez, vous allez complètement démasquer et vous rendre compte qu'il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien au-dessus de vous, voilà, vous êtes le sommet, chacun de vous est le sommet de votre monde et donc du monde, parce qu'il n'y a pas d'autre monde que le vôtre. C'est ça qu'il faut comprendre. Votre monde est le monde. Et vous êtes le sommet du monde. Et il ne faut pas vouloir aller devenir le sommet du monde du voisin. Parce que le voisin, il est le sommet de son propre monde. Et donc c'est là que réside l'humanité, en chacun de nous. Et je pense que c'est ça qui est important. Bon, je suis peut-être un peu compliqué pour moi, peut-être au-dessus de mes moyens intellectuels. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous dire ce que je voulais vous dire, parce que oui, c'est vrai que c'est un peu confus. Bon, voilà, j'espère que j'ai partagé en tout cas ma pensée avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.